Mesdames et messieurs, en direct de Radio Méliès, voici le Saturday Night Blues. Et ce soir, pour vous accompagner tout au long de cette émission, comme d'habitude, votre serviteur, Monsieur Thibaut de Grave. Et bonsoir et bienvenue pour cette émission hors série, une émission spéciale consacrée au film Les Magnétiques du réalisateur Vincent Maël Cardona. Nous sommes en direct du cinéma Le Méliès à Saint-Étienne en compagnie d'un public de foufou. Bon, à la régie son, il est derrière les manettes pour vous ce soir, Monsieur Lucas. Merci Lucas. À la réalisation, mon ami, le réalisateur de cette émission, Monsieur Lee Kali. Bonsoir à tous. Je suis trop content d'être là, mon Thibaut. Trop content. Comment ça va, mon Kali? Ça va. Bonsoir les internets, bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, bonsoir Facebook. On sort de la projection du film Les Magnétiques. Il est en train de se servir un petit cocktail. Nous sommes ravis d'être en compagnie du réalisateur Vincent Maël Cardona. Bonsoir. Comment ça va? Super. Très bien, merci. Tout de suite, on va s'enlever ça. Comment je dois t'appeler? Vincent Maël, Vincenzo? Vincent, c'est très bien. Vincent, ça ira? Ouais. On part sur Vincent. Ok, mon Kali? Oui. Alors, attends, je l'ai pas dit, mais je réalise en même temps. Alors, tu vois, j'étais la tête dans mon Stream Deck. Hein. Mais ouais, j'ai vu ça. Donc, en fait, avec cette télécommande, c'est toi qui fais basculer les différents, c'est moi les différents qui bascule plans. les caméras, exactement. Et en même temps, tu parles et c'est ça. C'est impressionnant. Magnifique. Bon, Vincent, on va en apprendre un petit peu plus sur toi et sur ce chef-d'œuvre qui va faire partie du patrimoine français. Mais avant, on va se lancer une première petite vidéo te concernant. C'est parti. Ces murs ne sont plus les vôtres, ils appartiennent à la nation. Bienvenue dans l'armée française, Philippe Bichon. Je crois que je suis amoureux. Alors, t'es un peu comme Monsieur Lee, toi. T'es un couteau suisse, tu sais tout faire. Donc réaliser, jouer, écrire. C'est bien, ça fait bizarre de voir ces images. Notamment de Coucou les nuages, qui est mon précédent film, ça fait 10 ans. C'était mon film de fin d'études. Bon, alors justement, là on a vu un bribe d'images, mais on veut en apprendre beaucoup plus sur toi. Alors déjà, qui es-tu, Vincent? Alors écoute, je m'appelle Vincent Maël Cardona. Je suis né dans un petit village breton des Côtes-d'Armor qui s'appelait Le Gouret parce qu'il y a eu un rassemblement de communautés de communes. Donc maintenant ça s'appelle Le Menet. Et puis moi je suis pas venu tout de suite au cinéma. Et puis donc je suis parti dans plutôt une direction comme ça assez littéraire. Et puis je me suis retrouvé à Nantes. À Rennes d'abord, et puis ensuite à Nantes, où là vraiment j'ai commencé à fabriquer ma cinéphilie, avec des lieux importants pour moi, comme le cinématographe, où il y a beaucoup de rétrospectives, à l'époque comme encore aujourd'hui. Une salle qui n'existe plus, qui s'appelait l'Apollo, c'était le cinéma à 10 balles, et qui est devenu, quand j'y étais, le cinéma à 2 €, et qui a disparu. Le Concorde, le 14A bien sûr, avec l'Absurde Séance, le Festival des 3 continents. Donc c'est vraiment le moment où pour moi ça explose. Et puis je rencontre des gens qui sont en prépa, en ciné-sup. C'est une des prépas qui prépare aux grandes écoles publiques de cinéma. Et c'est à cette occasion que j'apprends que ça existe, des écoles gratuites qui préparent à ces métiers. Et comme j'ai rencontré ce rapport au cinéma, qui est pour moi dans une sorte de prolongement de ce que je faisais en philo un petit peu avant,
Donc je me suis dit, tiens, un jour, je tenterai cette école. Et c'est ce que je fais une première fois en 2005, je rate. Et puis je réessaye l'année d'après, et là, je rentre en réalisation à la FEMIS, donc en 2006. Et je fais 4 ans d'études là-bas, et puis il y a donc ce film dont on a vu quelques images, Coucou les nuages, qui sort en 2010 et qui a un prix à la Ciné-Fondation à Cannes, et ça donne une visibilité à ce film et me donne la possibilité tout de suite de partir sur la fabrication d'un long métrage. Donc c'était en 2010 et on commence à travailler sur le film que vous avez vu ce soir et qui s'appelle Les Magnétiques. Donc ça va mettre un certain temps à se faire. Alors justement, tu parles des magnétiques. Comment tu arrives dans ce sujet qui nous passionne, qui est un peu notre fond de commerce ici dans cette émission? Nous, on est passionnés des années 80. Eh bien, au départ, je me pose la question de ce qui pour moi est le plus important au moment justement où j'ai la possibilité de commencer à travailler directement sur mon premier film. Et ce qui me semble le plus important à ce moment-là, c'est le sentiment que je peux avoir que le monde dans lequel je suis a considérablement évolué, beaucoup changé par rapport au monde qui m'a vu naître, le monde qui nous a vu naître. Et ça me semble normal, tout va bien. Les époques se suivent, ne sont pas les mêmes, et c'est une très bonne chose. Mais j'ai aussi un sentiment de rupture, quelque chose qui s'est un peu cassé, et qui fait ce monde de ma naissance comme une sorte de continent qui sépare. Et ça m'interpelle. J'ai envie de creuser cette idée-là, ce sentiment Et donc je demande à des gens qui sont nés en même temps que moi, qui sont de ma génération, qui sont des scénaristes, mais qui sont aussi des amis. Donc je peux les citer. C'est important pour moi. Catherine Paillet, Chloé Larouchy, Rose Philippon, Maël Le Garec et Romain Compin. Donc on est une petite équipe qui va se constituer progressivement. On commence à 4, ensuite 5, ensuite 6. Et je leur demande s'ils accepteraient de m'aider à raconter mon histoire, qui est d'abord qui se voudrait une histoire simple de cette époque. Dès le départ, je sais que ça ne va pas être l'histoire d'un groupe de musique, que ça ne va pas être non plus l'histoire d'une radio libre particulièrement iconique, que c'est pas quelque chose... Parce que souvent, les films qui convoquent des époques passent par des acteurs de cette époque. Et moi, ça ne m'intéressait pas. Je voulais faire vraiment un film, une histoire ordinaire d'une jeunesse rurale, ordinaire, et comment cette petite histoire pourrait éventuellement convoquer une plus grande histoire qui est la nôtre, qui a à voir avec cette transition, ce passage du monde analogique au monde qui est le nôtre aujourd'hui, qui est notre époque, qui va être structuré en profondeur par la révolution numérique. Donc ça, c'est l'idée de départ. C'est ce que moi je leur demande ça, ils acceptent de m'aider à écrire cette histoire. Et simplement pour les éléments de cette petite histoire, je sais qu'il va s'agir d'une tragédie ordinaire et une histoire de deuil. Et donc c'est pas ma jeunesse, c'est pas mon vécu, c'est déplacé puisque c'est au moment de mes premières sensations. Et je vais essayer aussi de fabriquer un film qui, dans sa forme, rendra hommage ou tentera d'être le plus fidèle possible à justement ces premières sensations. On pourra y revenir sur la matière du souvenir et comment on l'a utilisé pour le dispositif du film. Mais enfin voilà, le point de départ, l'intention au début, c'était ça. Moi, je propose de regarder un petit peu le teaser, parce que là, dans la salle, tout le monde a déjà vu le film, mais les internets n'ont peut-être pas encore vu à quoi ressemblaient les magnétiques. Donc, je vous propose un petit teaser avant d'aller plus loin. François Mitterrand est élu président de la République. Fonctionnaire, je vous présente Marianne. Ça, c'est Philou. À l'époque, la voix, c'était toi. Moi, j'étais juste ton petit frère. Et ça m'allait très bien. La seule chose qui me préoccupait, c'est qu'on allait passer à l'antenne. Vous êtes sur Radio Varso, comme toujours. Ça va, Quentin? J'étais à fond pour Giscard. Bienvenue dans l'armée française, Philippe Bichon. Je crois que je suis amoureux.
C'est la radio de l'armée, ça? Quand tu rentres en France, tu viens me voir à Paris. C'est pas la politique qui va changer le monde. C'est l'art, c'est la musique. T'es à Berlin, tu fais de la radio. T'es exactement là où tu dois être. Complique pas tout. Alors moi, tout de suite, parce que dans ce teaser, et puis ça fait un moment que j'ai envie de te poser 2 questions. Déjà la première, comme on est passionné, nous, de cette époque-là, comment on recrée les années 80 ? Parce que là, on voit vos comédiens, ils ont des sapes terribles, les voitures, elles sont terribles, le lieu de tournage, il est terrible. Comment on recrée cette époque-là ? Mais je crois que le fait de ne pas forcément justement avoir vécu l'époque, au sens où ça aurait été le cas si j'avais eu 20 ans à ce moment-là et que j'étais dans un geste de reconstituer ma jeunesse ou mes 20 ans, ce que j'avais connu. Ça m'enlève un poids, ça m'enlève, je pense, toute une part de scrupule que tu peux avoir quand tu as vécu quelque chose et tu essayes de le refaire et à chaque instant tu t'aperçois que c'est pas exactement ça. Enfin bref, tout ça, nous, ça n'existe pas. On est dans une réinterprétation d'une époque qui, par ailleurs, n'est pas totalement étrangère. Ne nous est pas complètement étrangère. C'est-à-dire qu'on a quand même des sensations, des ancrages qui sont ténus, mais très importants. Et c'est justement ce que je voulais dire tout à l'heure en parlant des souvenirs. On a tous un rapport très particulier au monde dans lequel on est né. À l'époque, l'année, là où on arrive. Parce que c'est les premiers souvenirs. C'est des souvenirs d'avant la constitution du langage. Donc c'est des souvenirs qui ont une nature double, qui sont à la fois extrêmement concrets, ancrés, très sensoriels, très liés, tu vois, à la sensation. Et en même temps, ils sont reconstitués, ils sont fantasmés. Ils sont, quand tu repenses, quand tu les convoques, tu vois, ils ont un peu ce double aspect, ces tout petits souvenirs. Je parle vraiment de petites choses, mais qui sont pour moi très importantes et qui ont été comme une sorte de base ou de phare ou de repère en permanence dans ce travail de reconstitution, que ce soit dans les décors, dans les matières, dans les lumières, dans les accessoires, tous les métiers concernés par ces questions-là. À chaque fois, on est revenu sur ces impressions et on a essayé de faire en sorte que le film avait lui-même cette texture un petit peu hybride. C'est-à-dire à la fois un sentiment d'ancrage, de quelque chose de très terrien, et en même temps une torsion onirique, un truc qui dans le film, dans les séquences, dans les espaces qu'on fabrique, a un rapport avec presque quelque chose de fabuleux. Ok. Et casting incroyable. Et notamment, j'avais envie de mettre un petit coup de projecteur sur un des comédiens, Joseph Olivens, oui. Olivens, qui est quand même le sosie de Billy Crudup que tu peux voir dans le film presque célèbre de Cameron Crowe. Tout ça pour dire, après cette petite blagounette, quelles ont été un peu tes influences justement pour construire ce film? Si influence il y a eu. D'abord, on a eu la chance, je crois, parce que comme les protagonistes de cette histoire sont très jeunes, d'avoir affaire à ce qu'on appelle un casting de révélation. Donc on n'a pas, on ouvre très très grand les portes, on va chercher un petit peu partout, donc on voit beaucoup de monde. Vraiment, on a la possibilité d'attendre, de rencontrer les personnes qui vont devenir nos personnages. Et puis peut-être il y avait aussi pour moi c'était certain que s'il y avait des visages connus, ça allait faire légèrement barrage, entrave à ce qu'on essayait de fabriquer de ce monde imaginaire qu'on essayait de convoquer dans le film. Et l'autre chose, c'est que j'étais aussi attentif, comme je crois à chaque fois qu'il s'agit de films d'époque, et les années 80, ça peut paraître bizarre pour certaines personnes qui ont vécu cette époque et qui est très proche, mais c'est un film d'époque. On doit intervenir partout et on a recours à des filières, des
des prestataires vraiment d'époque, et qui sont d'ailleurs en train de se constituer actuellement, à la différence des films des années 70 ou des époques antérieures. Et à chaque fois, quand on distribue, quand on cherche à trouver les personnes qui vont incarner les personnages, il y a des physiques qu'on va chercher qui font plus époque. Tu vois, tu as des physiques qui vont plus fonctionner avec, je sais pas moi, un film fin 18e ou des physiques années 20. Et il y a aussi quelque chose de cet ordre avec les physiques années 80. Alors, je ne sais pas ce que c'est, hein, je ne pourrais pas vous dire précisément. C'est très subjectif, mais il y avait cette notion-là, et des visages et des corps qui, d'ailleurs, c'est marrant que tu me parlais d'une ressemblance de Joseph Oliven, parce que pour moi, il fallait quelque part, dans leur visage, j'avais le sentiment de les avoir déjà vus, plutôt dans les films que dans la vie. Mais il y avait presque une aura cinématographique pour chacun d'eux. Et en plus de ça, pour le cas de Joseph, c'est juste parce que j'ai travaillé un peu mon dossier, comme on dit, c'est le fils de Christine Scott Thomas. Oui. Donc on se refuse rien. Bah écoute, en tout cas, ça changeait absolument rien pour nous, dans le sens où je le savais pas, et je l'ai appris vraiment après coup. C'est-à-dire que nous, on a rencontré Joseph Oliven, qui venait de Bruxelles, d'une école de théâtre, qui a passé les auditions, le casting comme tout le monde. En plus, le personnage de Jérôme, c'était particulièrement copieux comme audition, puisqu'on leur demandait, donc ces jeunes garçons, d'animer une émission de radio libre. Donc, ils prenaient sur eux de se documenter, de constituer une playlist. Et ils arrivaient à l'audition, et c'était comme un exercice d'improvisation. Ils faisaient une émission. Et puis, Joseph avait immédiatement, il y avait un truc de s'autoriser, de liberté, de spontanéité, quelque chose qui, que j'avais retrouvé dans les archives des émissions de cette époque. Un truc très bricolé, beaucoup moins prudent. On est dans une époque où on s'écoute comme là. Là, c'est vraiment une métaphore parfaite de notre époque, puisque je m'écoute en permanence, et donc très conscient de ce qu'on dit, conscient de nous-mêmes, et moins directement présent. Et Joseph, il avait ça. Il avait un truc de lâché comme ça, très spontané. Et voilà. Donc voilà, ça s'est imposé. Puis après, il fallait que ça fonctionne avec Timothée, ou en tout cas l'acteur qui allait jouer son petit frère, que ça puisse fonctionner aussi avec Marianne. Donc voilà, ça a mis un certain temps. Mais effectivement, c'est après que j'ai appris qu'il se trouvait que sa mère était cette immense actrice internationale, ce que je ne savais pas. Il est très modeste, hein. Moi, en lisant quelques interviews, oui, je crois que ça. Oui, il le cache pas, il le tait pas, mais par ailleurs, c'est pas quelque chose qu'il va mettre en avant, et on peut le comprendre. Je pense que c'est aussi, il a son truc à faire pour lui. Très bien. Monsieur Lee, tu voulais ajouter quelque chose? Non, moi j'avais une petite question. Il y a un truc qui m'a amusé dans le film, qui m'a amusé, oui et non. En fait, où je voulais un petit peu en savoir plus, c'est à un moment donné, tu fais dire à un de tes personnages, tu lui fais dire, c'est pas la politique qui changera les choses, c'est l'art, c'est la musique, c'est la création, quoi, quelque part. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu ressens vraiment? Est-ce que tu penses que, quelque part, l'art, le cinéma, la musique peut changer les choses dans notre société? C'est bien, mais alors, non, moi je crois que la politique peut et doit changer les choses. C'est le personnage d'Édouard qui dit ça. Mais à travers lui, c'est aussi un certain un état d'esprit des années 80, un certain versant des années 80 qui s'exprime là-dedans. Et je crois que ça a à voir notamment avec l'idée que la rupture entre on va dire le monde des années 70 par rapport à ce monde qui arrive, il y a une rupture au niveau de la croyance des grands rêves collectifs, en tout cas de l'idée du collectif. Et il y a quelque chose au début des années 80 qui va s'affirmer très fortement avec le tournant de la rigueur, et puis tout ce qui va, toutes les conséquences qui vont suivre du triomphe de l'individualisme.
et de comment d'ailleurs cette victoire de l'individualisme sur le collectif a aussi une dimension libératrice. Et je crois qu'il y a cette idée-là dans une sorte de distance au politique, et puis aussi un truc qui commence à se mettre en place, c'est de se dire que les grands frères, les grandes sœurs de 68 ont essayé de changer le monde. Et ils ne sont pas parvenus. Et on n'est pas plus fort que les grands frères et les grandes sœurs. Et donc, on ne va pas, nous-mêmes, alors peut-être c'est le moment de faire autre chose, d'investir autrement le politique. Et je crois que cette question, en tout cas, qui est très présente au début, au moment, à l'acte de naissance de l'époque qui est la nôtre, hein, pour moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est une idée qui est très actuelle. Et encore aujourd'hui, la question de l'impuissance du politique et de l'endroit, les outils, les moyens qui sont les nôtres pour changer les choses ou faire en sorte de réorienter le cours des choses, c'est des questions qui se posent encore aujourd'hui et peut-être encore plus aujourd'hui qu'à l'époque. Ok, on va faire une petite pause là sur les magnétiques. On va y revenir tout au long de la soirée. Mais tu sais, dans cette émission, nous, on rend aussi hommage à des grands films. On est très sensible à tout ce cinéma américain aussi. Et on a une sensibilité pour la musique, dite noire américaine, si je dois la nommer. Hein. On va passer à une rubrique qu'on aime beaucoup dans cette émission, c'est le film de la semaine. Alors, qu'est-ce que c'est le film de la semaine? Tout simplement, on demande à nos invités de choisir un film qui est important pour lui dans sa filmographie, ou en tant qu'artiste, ou en tant qu'individu tout court, de choisir un film et surtout de nous présenter un extrait du film qui est important pour lui, mais qui doit contenir un passage musical. Vincent, quel film t'as décidé de nous présenter ce soir? J'ai choisi une séquence d'un film qui s'appelle Voyage au bout de l'enfer, The Deer Hunter, dans le titre original, un film de Michael Cimino qui date de 1978. Très juste. Tu me piques tout mon taf. Et qui est un peu en lien avec notre époque. Et peut-être donc c'est la scène, ça se passe vraiment, ça fait partie de l'exposition du film. C'est au début du film, c'est la scène qu'on appelle souvent la scène du billard, mais moi j'appelle la scène de l'écharpe. Voilà. Alors, il nous fait des blagues, Kalim, c'est extraordinaire. Je vous ai dit qu'il pouvait se passer n'importe quoi. J'étais parti vérifier le Facebook et tout ça. Je voulais savoir si les gens kiffaient ce qu'ils voyaient. Mais on attend que notre test nous... Messieurs. Bon, alors... Vous avez coupé Vincent, la séquence trop tôt. Oui, alors, on t'explique... Mais c'est pas grave. Non, mais on t'explique pourquoi. Il s'avère que sur les réseaux de Twitch, Facebook et tout ça, quand tu divulgues trop de contenu et que tu n'as pas les droits et tu sais combien c'est difficile d'obtenir des droits, on se fait dans le jargon striker, comme au bowling. Donc comme on n'a pas envie de se faire striker parce que c'est important et puis tu nous donnes du temps, on s'est dit qu'on allait un petit peu la raccourcir, mais comme tu es un professionnel, tu vas nous dire pourquoi tu as choisi cet extrait et pourquoi cet extrait elle est importante pour toi. Non, mais c'est pas, on l'aura pas vu dans son intégralité, mais on peut la raconter. Vas-y. Donc c'est ces copains qui sont au bar, donc c'est des ouvriers de la sidérurgie. Le film commence, il y a quelques séquences avant avec un plan justement de l'usine et des hauts fourneaux. Et puis il y a toute une matière presque documentaire de l'usine, de l'acier en fusion, des ouvriers, des douches, des corps de ces matières.
Et puis progressivement, on rentre dans cette, on va dire, communauté ouvrière, on se rapproche d'une équipe d'ouvriers plus jeunes, issus de la communauté ukrainienne, et qui se retrouvent à la sortie du boulot pour... Il y a un très beau travelling arrière, un plan très large, où ils se retrouvent ils vont dans la voiture, et puis il est convenu de se retrouver comme d'habitude au bar pour boire une petite bière. Et ce soir est un moment particulier, puisque un d'eux, donc Steven, va se marier. Celui qui est au comptoir. Celui qu'on voit au comptoir, ouais, effectivement, qui est à droite du cadre. À côté de lui, il y a le légendaire John Cazale, qui est un des plus grands acteurs américains, qui est mort extrêmement jeune et qui a fait beaucoup de second rôles dans des films majeurs, et qui dit aussi beaucoup de choses des seconds rôles aux États-Unis à cette époque-là et de manière générale. Et donc Steven se marie. Et en plus, ils ont décidé de s'adonner une dernière fois à leur grande passion, qui est de la chasse aux cerfs. Donc ils vont s'en jeter une au bar. Ensuite, ils vont aller faire la chasse aux cerfs. Et ils vont se retrouver au mariage et partir à la guerre au Vietnam. Et ils sont dans cette insouciance d'avant le départ à la guerre. Et cette séquence du bar est essentiellement structurée autour de cette musique alors il y a une séquence juste avant qui a son importance avec le personnage d'Angela dont le père est ivre-mort et la violente, la frappe. Et on est dans une scène terrible, très intime chez elle. On ne sait pas qui est ce personnage féminin. On va découvrir que c'est pas la fiancée, mais le personnage féminin, l'ami de Michael, qui est joué par Robert De Niro. Et donc on termine, si vous voulez, le plan du raccord, c'est Meryl Streep qui joue ce personnage qui vient d'être frappée lourdement par son père, qui se touche le visage. Elle est déjà en robe de demoiselle d'honneur. Son père s'est vautré sur le lit. Et donc le dernier plan, elle est de dos, on la voit 3/4 dos, le visage qui se retourne à peine, et on sent qu'elle s'inquiète d'avoir des blessures visibles pour le mariage où elle se rend. Et là, il y a une coupe et on est dans le bar, donc dans la séquence qu'on vient de voir. Et il y a cette musique de Frankie Valli, And the Four Seasons, qui est vraiment la musique du rêve américain d'une certaine manière. Et c'est une musique qui ne cesse de dire I love you, baby. Et mieux que ça, elle dit I can't take my eyes off you. C'est-à-dire, je ne peux pas, je peux pas détacher mon regard de toi. Et toute cette scène, comme souvent la musique de film au cinéma, c'est comme la chanson de l'inconscient. C'est l'inconscient à ciel ouvert. C'est quelque chose qui est pensé tout haut et qu'on entend. Et ça peut être un personnage, ça peut être un groupe de personnages, ça peut être la pensée d'un décor, d'un lieu, d'un animal parfois. Ça peut être beaucoup de choses, mais il y a toujours cette notion un peu de mental. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on retrouve nous-mêmes dans notre vie de tous les jours, où parfois on a un rapport à la musique comme un rapport de bande-son. C'est-à-dire qu'on va écouter de la musique en faisant autre chose. C'est surtout, ça marche bien quand on est en déplacement, parce qu'il y a quelque chose d'un peu cinétique, que ce soit dans une voiture ou dans la rue quand on marche. Mais c'est le cas dans une fête, dans des moments de rassemblement. Et donc là, il y a une sorte de truc très discret de la musique de film, puisque c'est la musique du bar. Donc ce qu'on appelle dans le jargon la musique intradiégétique, la musique qui est dans le décor. On ne sait pas si c'est d'ailleurs le jukebox ou la radio. Ça n'a pas tellement d'importance, mais c'est là, il y a cette musique. Et alors ce qui est particulièrement frappant dans cet extrait, et qu'on voit moins dans ce qu'on a vu, mais qui est là dans le film, et j'invite tout le monde à aller revérifier ça, et puis revoir le film à l'occasion, ils vont utiliser les dialogues, les paroles de la chanson
pour se parler, pour se dire des choses. Donc ils utilisent et ça vient progressivement, comme cette musique qui monte et qui est marquée par une forte rupture. Où au début, Frankie Valli est un peu, c'est susurreux, c'est petit, c'est You're just too good to be true. Il y a un petit côté crooner comme ça. Et à un moment, il y a une rupture et c'est I love you. Et là, il donne tout, quoi. Donc, il y a une rupture très, très, très brusque. Et donc, ça se prépare. Et là, il y a déjà énormément de choses qui sont dites sur comment cette chanson leur permet, tout en se moquant, en la prenant un peu au second degré, une chanson de midinette, entre eux, c'est des gros durs qui vont à la chasse, et ils utilisent ce truc-là. Il y a John Cazale qui a un geste qu'on a vu là, que j'adore. Et ça, pour moi, c'est déjà c'est un truc de l'acteur. C'est-à-dire qu'il est derrière ils sont tous les deux derrière le bar. L'enjeu de la scène, ce que probablement leur a dit Cimino, c'est Steven, il a son gros verre de bière. Et il boit et il fait, voilà, tu vois, on y est là, là, je vais me marier. Et il parle de ça. Et nous, on entend la guerre. Mais en fait, il parle de son mariage. Et il y a John Cazale qui juste reprend son verre et se dit, oh là, on est juste, c'est le matin, on n'est pas rendu. Donc, qu'il le met de côté, lui, il reprend un autre shot discretos. Et il a ce truc où tous les deux, ils sont derrière. Et à un moment, il se lève. Il est un peu, l'alcool commence à faire son effet et il se lève comme ça pour chanter juste une phrase de la chanson. Et en faisant ça, il a un truc, je pense qu'on a tous plus ou moins vécu dans ce moment-là, quand une chanson va prendre sa place dans une salle. Et il faut toujours, c'est comme les rires dans une salle de cinéma ou les applaudissements. Ou voilà. Il faut toujours qu'il y ait des courageux ou je sais pas, quelqu'un qui s'autorise un petit truc en plus. Et là, c'est Stan, le nom du personnage. Et c'est typiquement son rôle dans ce groupe. Et c'est lui qui fait ça. Et il déclenche en faisant ça. Parce que derrière, il y avait De Niro et Mick. Voilà, Christopher Walken qui joue le personnage de Mick, qui sont en train de jouer au billard et qui s'ambiancent un petit peu, mais eux, ils vont pas s'autoriser le truc. Et lui, il fait ça et ça déclenche quelque chose. Et on va commencer à rentrer progressivement dans s'autoriser à se dire qu'on s'aime et à se dire que on est content d'être ensemble et qu'on a les boules de partir, mais qu'on peut pas, clairement, on peut pas le dire. Et à la limite, si on n'en est que là, la scène, elle est bien. La musique, elle est très bien choisie. Elle dit énormément de choses sur justement un truc très fort dans le film qui sont les communautés d'immigrés qui fabriquent toute l'histoire des États-Unis et leur rapport au patriotisme et tout ça. Il y a un fameux God Bless America à la fin du film qui fait écho à ça. Mais là, moi, je trouve que c'est presque encore plus fort que l'hymne parce que c'est justement tout le rapport de la pop culture avec la notion de melting pot américain. Donc ça dit tout ça, mais bon, pour moi, là où c'est pour ça que c'est vraiment la fin de la séquence qui lui donne la clé de la séquence, c'est que on sort de ce bar, on est dans ça, il s'amuse, il chante sur la chanson, machin, et il y a un plan large de l'extérieur, on continue d'entendre un tout petit peu la musique à l'intérieur du bar, et on voit une mama russe, la belle-mère, tout en noir, qui déboule comme ça. Elle a une sorte de parapluie ou je sais pas, je me souviens pas, un bâton, un truc. Et donc elle arrive et elle va rentrer dans le bar. Elle rentre dans le bar et elle vient chercher Steven. Elle vient chercher son fils et elle lui dit mais qu'est-ce que tu me fais quoi ? Qu'est-ce que tu me fais ? Tu te maries avec une étrangère, donc une américaine. Tu pars au Vietnam. Tu me laisses seul avec elle. Tu te peintes avec tes potes. Et t'es en train de te bourrer la gueule le jour de ton mariage. Donc elle est furax, elle parle moitié en anglais, moitié en russe, elle fait marrer les autres copains, et là du coup il y a un truc très très fort sur le fait que ces liens d'amitié là, c'est pas l'usine, c'est l'enfance. Et elle le prend, elle le récupère, elle le met dehors. Le tape et tout ça. Lui, il n'arrête pas de répéter une réplique que je trouve géniale. Il lui dit one flight. Ça veut dire il y a un étage. Il y
un étage, maman. C'est-à-dire que oui, je vais pas être là et tout. Oui, d'accord, mais elle habite au-dessus. Toi, tu habites en dessous. Il y a un étage, c'est bon, quoi. Ça va, chacun a son espace et tout. Et elle tape et tout. Et puis tu as ses copains qui sont derrière. On continue d'entendre cette musique. Donc là, on comprend qu'en fait, la musique, ce qu'on entendait depuis le départ, I Can't Take My Eyes Off You, c'est aussi cet inconscient peut-être encore plus fort, qui sera le leur après, parce que c'est qu'une histoire d'amitié, puisque c'est l'idée qu'ils vont se perdre au Vietnam, et que le plus fort, donc De Niro, Michael, il va aller chercher ses copains. Un qui a perdu ses 2 jambes, et l'autre qui va ramener dans un cercueil qui est perdu dans le jeu. Et comment justement il va perdre le goût de la violence. Mais c'est aussi l'amour de la mère. Et donc la fin de la séquence, c'est-à-dire que les fins de séquence, c'est toujours comme la fin d'un film, c'est là où on arrive, quoi. Et on arrive à ce plan large de la mère qui bat Steven et qui le ramène pour lui dire viens t'habiller et puis arrête de picoler, machin. Et qui lui dit et tu mets une écharpe. Et lui, il dit mais non, je vais pas mettre une écharpe, on met pas une écharpe avec un smoking et tout ça. Et tu vas mettre une écharpe. Et ça me fait penser à un certain nombre de choses. Mais c'est cette manière de dire il faut pas qu'en plus t'attrapes froid. Et je trouve ça très beau. Voilà. Alors là, j'ai juste envie de te remercier parce que tu nous l'as. En tout cas, merci de nous l'avoir si bien décrite cette scène. Et en plus, je complète un tout petit peu. Que cette chanson-là, elle est dissimulée tout au long du film par d'autres stratagèmes, notamment au mariage avec le groupe de Baloche, qui nous le massacrent même. Mais voilà, c'est un morceau qui est important, qui est dissimulé tout au long du film. Moi, j'ai envie de reparler un tout petit peu de musique parce qu'on est sorti des Magnétiques pour parler de Voyage au bout de l'enfer, mais les Magnétiques, c'est pareil. Enfin, la BO, elle est complètement folle. Comment tu l'as travaillé, la BO? Trisomie 21, Malaria, Joy Division. Marquis de Sade a évoqué, je ne sais plus s'il y en a dedans, mais voilà, moi j'ai apporté un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle Rebelle, je ne sais pas si tu le connais, qui parle justement de ces groupes de rock des années 80, si tu veux regarder. Mais je voulais savoir un petit peu comment toi tu avais travaillé cette bande originale. Bah, écoute, c'était bon, dès le départ on savait que c'était un élément hyper important, enfin qui était présent dès le scénario en fait, puisque tu as beaucoup de choses, justement tu as ce genre d'utilisation même des paroles de certaines musiques dans le film. Pour moi c'était d'abord des passerelles avec une matière. Encore une fois, nous, le projet des Magnétiques, elle est l'idée d'une convocation sensorielle de ce monde d'avant, d'une certaine manière. Donc la musique, forcément, on allait l'utiliser. Et puis pas n'importe quelle musique. C'est-à-dire que c'est pas la bande son des années 80. Non mais c'est ça, il faut pas que ça vire au cliché. Oui, et puis par exemple, je suis pas très à l'aise avec l'expression des années 80 qui a une tendance un petit peu à résumer de manière un peu trop justement unifiée ou caricaturale. Une époque extrêmement complexe. Et donc nous, on fait appel à une phase B, plus ce que tu... Peut-être on va parler de Lost and Sound et tout ça, mais enfin en tout cas, une petite avant-garde musicale de l'époque. Mais qui a pour moi une vertu très particulière. Donc c'est une musique assez hétérogène par ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de courants musicaux, mais qui ont en commun le fait d'être au départ des courants musicaux qui vont structurer la musique actuelle. Mais c'est une musique c'est surtout un rapport au monde, un rapport au temps, qui est très particulier, avec une grande lucidité sur le fait que c'est pas l'avenir, le futur. On va pas se réfugier dans le futur. Au contraire, l'avenir n'est plus du tout l'endroit il ne faut pas attendre du futur des solutions à des problèmes du présent, dans une sorte de croyance un petit peu, une pure croyance dogmatique dans les capacités de ce que le progrès peut offrir. Donc il y a cette lucidité étonnante, presque prophétique, qui s'inscrit dans des sons, dans des paroles, dans de la musique. Et dans des attitudes vestimentaires et des postures qui vont avec ça. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse parce que c'est là où
on a le sentiment que cette époque, le berceau de notre époque actuelle, a déjà pour une petite avant-garde, des caractéristiques qui vont se développer, s'affirmer très très fortement au fur et à mesure et ça n'a pas fini de s'affirmer encore. Bien sûr. Alors moi j'ai envie de compléter ce que tu parlais de la bande son, mais moi j'ai envie de parler des prouesses justement au niveau du mixage. Il y a 2 séquences incroyables dans le film. La première où il demande j'ai bouffé le nom de Marianne, voilà, de lui faire son petit teaser et puis il est en train de mixer tout ce passage-là pour faire la promo de l'émission. Et puis la séquence en anglais, dans la chaîne de radio où il fait toutes ces modulations. Comment vous avez travaillé ça? Comment t'as travaillé ça avec Timothée? Ouais, moi j'ai trouvé ça assez dingue parce que ça c'est un truc que j'avais jamais vu. Ah ouais. Moi, personnellement, des DJ, j'en ai vu quelques-uns, mais ce que vous avez créé, c'est quelque chose qui existait vraiment. Je veux dire, des mecs qui prenaient des cassettes audio. Surtout avec ce matériel-là, ouais. Peut-être faut rembobiner rapidement. Je vais essayer d'être plus bref. Ouais. Vous avez vu que j'avais un peu du mal parfois à être bref. Mais nous, on aime ça. Et puis on a du mal à couper. Puis après, vous pourrez couper. Mais donc, non, le point de départ, c'est ce qu'on essaye de raconter avec le personnage de Philippe. C'est comment ce garçon n'arrive pas à parler. Parce que nous, notre point de départ, c'est pas ce monde-là, c'est notre monde actuel. Et dans un monde où la notion d'avenir présente plus d'impasse que de perspective, comment est-ce qu'on peut s'aimer, c'est-à-dire s'engager dans justement une durée, des perspectives? Comment est-ce qu'on peut tout simplement adhérer, croire même au quotidien, aux choses les plus simples? Comment est-ce qu'on peut aussi encore raconter des histoires, faire des films qui sont toujours inscrits dans une notion justement de durée, de capter quelque chose du présent qui s'enfuit et qu'on conserve pour l'avenir. Si l'avenir lui-même il est problématisé, il y a presque, on est face à une grande vacuité, un grand sens de l'absurde. Tout ça n'a plus vraiment beaucoup de sens. Donc comment retrouver du sens tout en gardant la lucidité, tu vois. Donc ça, nous, on le met dans un personnage, parce qu'on filme pas des idées, on filme des visages, on filme des objets. Et donc Philippe Bichon, c'est ça, c'est ce problème. Lui, il peut pas parler. Il est face à une impossibilité. Il n'arrive pas à dire les choses les plus simples. Et évidemment, encore moins, je t'aime. Et encore moins à la copine de son frère. Et tout le film raconte comment il va trouver, comment il y a un trajet, comment il va trouver la voix, sa propre capacité à parler. Il va trouver son filet de voix à lui. Et ce trajet-là, vers la voix, c'est-à-dire l'émission de radio au sens strict, c'est-à-dire je parle dans un micro, je ne sais pas si je parle tout seul ou si quelqu'un m'entend, tout ce trajet-là a des étapes. Et ces étapes, c'est notamment ces scènes où on le voit entretenir un rapport très particulier, fusionnel à la technique. Il y a la première scène qui est comme une sorte de répétition, avec l'enregistrement du jingle, avec Marianne. Et puis il y a vraiment la scène où là, ça se réalise, qui est la scène de la BFBF, donc la radio du secteur britannique à Berlin-Ouest, où vraiment il est dans les cordes, il est dos au mur. C'est la chose la plus simple du monde. Il y a un micro, il a juste à dire un mot. Et il sait même lui ce qu'il a à dire. Et il n'arrive pas à le dire parce que c'est ridicule. Et ça l'écrase. Et il ne peut pas. Et il ne peut pas parler. Il y a eu avant une tentative d'enregistrement de sa voix où il ne pouvait pas non plus. Écrasé par l'impossibilité au sens large. Et donc nous, ce qu'on écrit à ce moment-là, c'est de se dire que là, il va en direct, devant nous, devant nos yeux, avec les objets qui tombent sous sa main, progressivement, pas à pas, inventer un langage, vraiment créer de toutes pièces une forme de langue extérieure, technique, sonore, qui va lui permettre de dire ce qu'il a à dire et de dépasser cette impossibilité. Sauf qu'il est qu'à mi-parcours à ce moment-là, parce qu'il utilise même les mots de Marianne avec la bande. Et il lui restera encore beaucoup de chemin avant de pouvoir lui-même parler en son nom propre, chemin qui passera par les épreuves de la vie. Et donc ce moment-là, il était très particulier, ces deux moments étaient très particuliers. On les avait écrits comme ça au scénario, et après il fallait les faire.
et on n'avait pas dit ce qu'il faisait dans le scénario. On avait dit ça. Et donc c'est un moment particulièrement chouette et de ce tournage, de sa spécificité dans la fabrication, c'est que j'ai demandé de l'aide à Pierre Barriot et Samuel Aïchoun, qui sont le monteur son et le mixeur du film. D'habitude, c'est des collaborateurs qui arrivent très tard dans la fabrication, après le montage image. Et là, pour les besoins spécifiques de ce film, parce qu'on avait vraiment des gros points d'interrogation sur ces endroits-là, on leur a demandé moi, je leur ai demandé de venir tout de suite. C'était les premiers. Il fallait qu'on éclaircisse ces moments-là. Et donc, ensemble, c'était très joyeux, très sympa. On a inventé de toutes pièces en se disant comment est-ce qu'on peut filmer cette invention du langage sonore de Philippe. C'est quoi les idées visuelles ? Vous avez créé un langage, quoi. Oui, voilà. Okay. On a accumulé du matériel analogique d'époque et puis on s'est amusé à fabriquer ces deux performances sonores, ces chorégraphies. Et puis ensuite, on a demandé à Timothée Robard, qui lui a une formation. Il a fait un BTS audiovisuel en son avant, donc il est perchman, il aime bien. Et il a passé un peu de temps comme ça à apprendre ses performances. Et puis après, du coup, comme ça, il savait la faire. Il pouvait la faire en boucle. Et nous, on avait une durée et surtout, on avait une bande-son. Et donc, on a inversé l'écriture traditionnelle des séquences. Et donc, ensuite, c'est sur la base de cette chorégraphie et de cette durée sonore qu'on est allé chercher au tournage les images qui allaient nous permettre de l'illustrer ou de la faire fonctionner à l'image. Nous, dans cette émission, on aime bien mettre un petit peu un coup de projecteur aussi sur des métiers de l'ombre, tu vois. Et aujourd'hui, on avait envie de mettre un coup de projo sur le métier de producteur. Il est là avec nous ce soir, c'est Christophe Barral. Mais avant de l'accueillir, on va balancer un petit magnéto, monsieur Lee. Je pense, oui. Je pense. Je n'étais pas sûr, mais oui, si, je vais le faire. Contrôle de police. Vous faites quoi, là ? On attend le bus. Vous attendez le bus, là ? Ça sent le shit, ça. C'est bon, Ça va, je gère. Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente, là ? On a peur de la police. Vas-y, ta gueule avec ta tête de puceau, là. Est-ce que je peux vous poser une question ? Qu'est-ce qu'ils ont acheté exactement ? Un jus antioxydant. Regarde, il y a un gars qui me suit, là. Une demi-plombe qui sont en bas en train de faire leur cirque, là, comme des chacos. J'ai entendu chaco, vous laissez mes oreilles. Je pratique l'art de combattre sans vraiment combattre, comme Bruce Lee. Qui ça ? T'as pas vu, là, c'est fermé, putain. On va sonner, ils vont ouvrir, arrête un peu. Ils vont sonner, ils vont ouvrir. Alors, Kurt, c'est quoi ton excuse aujourd'hui ? C'est le monsieur qui m'a montré son zizi. Mais ça va pas la tête de dire des trucs comme ça ? On a dit que c'était fini, cette blague. Va en classe, c'est important l'école. Et pour lui, comment on fait ? On fait pas crèche. Mais vous faites enfant. Tu restes là, pas bouger. Tu restes là. Africa mía, que bella de sueño, tierra. I'm just the kind of fool you want me to be. Et il nous a rejoint. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Et vous pouvez l'applaudir. Alors déjà, on est très content de te revoir au pays, parce que tu es stéphanois, donc ça fait plaisir. Exactement. Je suis Pont-Rambertois, très exactement, mais c'est tout comme... Ouais, c'est pareil. On te le tamponne. Lycée, Simone Veil, Foriel, ça va. Tu es stéphanois, t'inquiète. Écoute, j'ai envie de te dire, même punition un petit peu que Vincent, on va déjà commencer par une présentation. Qui es-tu, Christophe Barral ? C'est dur, c'est très dur, mais tu vas quand même le faire. Qui je suis ? Je suis un producteur maintenant depuis plusieurs années dans ma structure qui s'appelle Srap Film. J'ai eu un parcours après le lycée, j'ai fait une école de commerce que j'ai faite ne sachant pas trop bien quoi faire d'autre. Et puis après, j'ai fait la même école de cinéma que Vincent, la FEMIS, où on s'est rencontrés les premières fois. Et puis j'ai intégré une société de production de films dans laquelle j'ai commencé comme stagiaire
Et puis où j'ai grandi petit à petit, qui s'appelle Les Films du Vorceau, qui est une société qui est gérée par une productrice qui s'appelle Sylvie Piala, qui a fait, dans laquelle on a travaillé sur une bonne 20-25 films qu'elle a fait. Il y a eu Timbuktu d'Emder Misako, L'inconnu du lac d'Alain Guiraudy, les films de Guillaume Niclou, Valley of Love, les films de Nicolas Boukrieff, de Xavier Beauvois, enfin beaucoup de choses. Et puis après, avec mon associé Toufik Ayadi, on a monté notre structure. On a produit aussi beaucoup de courts-métrages dans la structure de Sylvie. On avait repris ce format-là parce que c'était un format qu'elle ne voulait pas voir disparaître. Et c'est là où on a commencé à grandir avec pas mal d'auteurs qu'on a suivis aussi par la suite. Et voilà, et on a monté notre structure en 2016. Et puis voilà, les choses se sont enchaînées petit à petit. Et on va dérouler ça. Alors, je le disais avant ton arrivée, dans ces métiers du cinéma, il y a toujours des corps de métier qu'on connaît pas bien, qui sont un petit peu, on ne sait pas trop. Pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est un producteur ? À quoi ça sert ? Et puis on les connaît mal. Ils sont souvent, le métier de producteur est souvent caricaturé au cinéma. Hein. Je pense qu'il y a une image un peu d'Épinal du producteur qui est un gros monsieur avec une moustache et un cigare qui conduit une voiture de sport. Ce qui était sans doute la vérité des années 60-70, mais aujourd'hui c'est très différent. On a un métier où on accompagne des projets, des auteurs, du début de l'écriture d'un scénario à l'entière fabrication d'un film et jusqu'à sa sortie en salle. Alors, on passe le relais à un distributeur à un moment une fois que le film est fini, mais on accompagne en permanence le film jusqu'à ce qu'il soit sur les écrans. Voilà. Bon, ça c'est très succinct, mais si on va dans les étapes un petit peu, ça peut prendre du temps. Ah ben, non, voilà, on voulait savoir concrètement à quoi sert un producteur, comment ça marche et qu'est-ce qu'il fait. Alors plus précisément, je vais être plus précis que Thibaut qui s'embourbe un petit peu ce soir. Hein. Mais alors, toi, comment tu arrives sur un projet comme Les Magnétiques, par exemple ? Comment ça se passe ? Alors, il y a 1000 manières de commencer un film et de faire qu'un film existe. Ça peut être une idée d'un scénariste, une idée d'un auteur, on discute, on boit un verre et puis il nous dit voilà, j'ai cette idée, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et puis on dit non, ça peut être aussi un bouquin qu'on lit où on se dit putain, ça ferait un chouette film, un roman graphique. Ça peut être un fait divers où on se dit peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Et à partir de ce moment-là, on décide de lancer l'écriture d'un scénario. Donc on se regroupe avec des scénaristes, souvent un auteur-réalisateur qui est là aussi dès le départ, ce qui est comme une des grandes spécificités du cinéma français. Voilà, on lance cette écriture. Donc l'écriture d'un scénario, ça peut prendre de 1 an à 3 ans à 8 ans sur même plus, 10 ans sur le cas particulier des Magnétiques, mais qui est un vrai cas particulier quand même, c'est pas tout le temps comme ça. Et une fois qu'on a écrit ce scénario, qu'on est content de ce scénario et qu'on se dit ben voilà, maintenant on a envie d'en faire un film, on le transmet à un directeur de production qui va nous estimer, qui va nous budgéter en fait le film et qui va nous dire ben moi je pense que pour faire ce film ça coûte tant. Et une fois qu'on a cette idée, ben on va aller chercher à financer le film. Donc on va aller le financer à différents guichets qui existent, qui peuvent être les distributeurs, qui peuvent être les vendeurs à l'étranger, peuvent être les chaînes de télévision comme Canal+, comme France Télévisions, comme M6, enfin toutes les chaînes de télévision qui ont des obligations de financement, qui peut être aussi du financement public, comme l'avance sur recette qui est la grosse aide du CNC pour financer les films, comme l'aide des régions, comme du crédit d'impôt, comme des Sofica. Enfin voilà, il y a tout un ensemble d'endroits où on peut financer un film. Et puis une fois qu'on est arrivé à financer le film, ce qui n'est pas tout le temps le cas, on se lance dans la fabrication. Donc là, on embauche plein de corps de métier. D'abord des chefs de poste, un premier assistant, un directeur de prod, un chef opérateur. On va lancer un début de préparation du film avec le metteur en scène toujours. Et puis au fur et à mesure, on va étoffer cette équipe. Et puis voilà, une prépa de film, c'est en gros 2 mois, quelque chose comme ça, avant de lancer le film. Et puis la fabrication du film, le tournage. Donc aujourd'hui, des moyennes entre 28 et 38 jours, on va dire, pour les films les mieux financés, et un peu plus sur les très gros films. Et puis après, une fois que cette étape de tournage elle est finie, la post-production du film, qui dure grosso modo 6 mois,
où il y a plusieurs étapes, le montage image, le montage son, le mixage, l'étalonnage, les effets spéciaux s'il y en a, voilà. Un véritable soutien donc pour le réalisateur, donc ça c'est Et même après la sortie du film, du coup, parce que tu es là. Oui, même après la sortie du film. En fait, moi, c'est ça qui m'a toujours plu dans ce métier, c'était sentir que ma place n'était pas celle de la réalisation et être dans un métier où il y avait un accompagnement du début jusqu'à la fin. Voilà, et se sentir pleinement investi du projet, même si on n'est pas le chef d'orchestre au moment du concert. Je veux parler un petit peu de tes projets là. Nous, on est très sensibles dans cette émission, je te l'ai dit, on en a parlé un petit peu en off, sur toutes ces musiques qui nous... Enfin, moi, j'ai une grosse sensibilité pour le blues et ses musiques et ses dérivés. Et là, tu as produit un film qui va prochainement sortir, qui s'appelle Soul Kid. Est-ce que tu peux nous pitcher en quelques mots l'histoire de... C'est un documentaire, hein, et de quoi il en retourne, s'il te plaît? Alors, Soul Kid, c'est un documentaire donc, qui sort la semaine prochaine sur les écrans de cinéma, qui est un documentaire réalisé par Hugo Sobelman, qui en fait a pris l'initiative un jour de nous dire, voilà, je pense qu'il y a un vrai documentaire à faire sur la Stax Academy. Donc la Stax Academy, c'est une école, enfin une académie qui est à Memphis et qui est un dérivé du label Stax bien connu des années 70. Et en fait, dans cette école, qui est une école qui commence en fin d'après-midi, parce que l'école obligatoire, on va dire, aux États-Unis, elle finit à 15h, quelque chose comme ça. Et la Stax, c'est une école qui commence à 17h, où ils ont 2-3 heures de cours par jour, et où, en fait, on va leur apprendre non seulement la musique, non seulement à chanter, mais il va y avoir aussi tout un apprentissage politique au sens large de quelles sont ces paroles que je chante, le sens des paroles, le sens de cette musique, d'où vient cette musique. Et du coup, c'est un documentaire dans lequel on suit 4 jeunes de cette école, 2 garçons, 2 filles, et on les accompagne voilà, sur cet apprentissage-là. Et c'est une école gratuite. Et c'est une école gratuite, tout à fait. Et c'est une école du coup qui n'est pas obligatoire. Donc il y a tout ce truc où Memphis, il faut savoir que c'est une ville où il y a une criminalité vraiment très très haute, une des plus hautes aux États-Unis, et que cette école, elle vient là justement pour essayer d'amener autre chose à ces jeunes et à les attirer pour justement leur permettre de s'en sortir par l'éducation et par la musique. En tout cas, la bande-annonce, elle donne vraiment très 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 envie. C'est franchement un chouette projet réalisé par un Français en plus, ouais. C'est pas rien. Un Français blanc et qui a été hyper bien accueilli et ça s'est très bien passé. Sur le papier, c'était finalement pas si évident que ça. Et voilà, et c'est vraiment lui qui nous a parlé de ça. Et ça, c'est un projet qui au départ était plutôt sur un format court. Et puis Hugo est parti là-bas et on lui a fait faire un deuxième voyage derrière. Et finalement, ça sort en salle, on est très contents. Bon, en tout cas, nous, on va regarder ça avec Monsieur Lee et on en parlera dans une très prochaine émission, dès qu'on aura lancé notre saison 2 officielle, j'ai envie de dire. Il trépigne depuis tout à l'heure, il ne tient plus. Je suis chaud. Donc on va passer à une rubrique qui te tient à cœur et je te laisse le crachoir. L'heure du fight. Chaque semaine, enfin tous les 15 jours dans cette émission, on a un petit fight entre les invités et Monsieur Thibaut. Donc moi je pose des questions. Et cette semaine, il va s'agir d'un fight sur les critiques de films. C'est un jeu, hein, d'accord. C'est pour s'amuser avant tout. Hein. Il ne le dit pas, ça. Donc, je vais vous lire des critiques de films. Il s'agit de films cultes qui ont été massacrés à leur sortie par la critique. Et à partir de ces petites critiques, il va falloir deviner le film. Alors, c'est parti. Le premier film. Alors, j'en ai deux. Je vais lire Télérama. Tiens, Télérama. Le film laisse plus sûrement une gueule de bois qu'un futur grand souvenir cinéphile. Mais franchement, qu'est-ce qu'on se marre. C'était pas si vilain que ça. Alors, je vous aide un petit peu, on est en 98, je vais vous en lire une deuxième. Alors que de nombreuses situations de films, et notamment les dialogues, sont percutants, bourrés d'humour, bêtes et méchants, le film s'apparente finalement à une étude un peu condescendante de la bêtise humaine. C'était les cahiers du cinéma. Condescendant de la bêtise humaine. De la bêtise humaine. Alors, Dîner de con, ouais, j'allais dire. Alors, on est sur un film américain, réalisé par 2 frères assez connus. On est en 98. Alors, est-ce que peut-être dans le public, vous l'avez ?
Comment Marie à tout prix? C'est ça? Alors, je parle de film de culte. Si, Marie à tout prix est un film culte. Alors, je disais, c'est réalisé par deux frères. Oui, Marie à tout prix, c'est. Les frères Farrelly. Ouais, les frères Farrelly, ouais. Jeff Bridges. The Big Lebowski. Les Big Lebowski, exactement. T'aurais dû dire Dude. Direct. Deuxième, il y a beaucoup de subtilité dans le travail du réalisateur, davantage occupé à filmer de grands paysages colorés dans ce film qui est manifestement à petit budget. La conséquence, c'est que le dénouement final tombe littéralement à plat. On est sur le New York Times, c'est un film de 1960. Donc manifestement un film à petit budget, donc des dénouements tombent finalement à plat. Un grand réalisateur qui, d'après la critique, filme plus les paysages. C'est Malik? Non, on est en 1960. Alfred Hitchcock. Les grands paysages. Comment il s'appelle? C'était Mort aux trousses. Bien entendu, non? Mais ça pourrait. Mais alors bizarrement, je me demande si le New York Times avait vraiment vu le film à l'époque, parce que là, il s'agissait d'une critique de Psychose. Ah ouais. D'accord. Donc les grands paysages. Ah oui, je vois pas. Les grands paysages. Grands paysages, Ouais. je vois pas. Ils avaient fumé. Ok. Alors, on continue avec un film de 1980. L'acteur paraît encore plus bête qu'il ne l'est. L'actrice, quant à elle, a réussi à transformer la chaleureuse et sympathique femme du bouquin en une hystérique à moitié attardée qui minaude à tout va. C'était le Variety. 1980, c'est une adaptation d'un bouquin à succès. C'est dur. Shining, mais oui, on l'a dans le public. Bravo. Allez, je vais vous en faire une dernière parce que vous avez l'air super froid, en même temps il est tard. Je vais vous en faire une dernière parce qu'elle m'a beaucoup fait rire celle-là. C'était Libération, 1985. Un des plus consternants navets qu'ait produit la bande à Spielberg. Indiana Jones? Ça pourrait, mais non. Il n'y a rien de fort, de personnel, d'obsessionnel. Aussi, le film est bien terne. Ça, c'était Les Cahiers du cinéma. Un film de Robert Zemeckis, produit par Spielberg. Roger Rabbit? Ça pourrait aussi. Il s'agissait de Retour vers le futur, qui avait été massacré à sa sortie. Alors là, tu me les... Ouais, là, tu vas prendre un truc. Hein. Et il y avait Les Cahiers du cinéma, Libération, etc., etc. Voilà, je m'arrête là, mais j'en avais pas mal d'autres. Se faire descendre comme ça et devenir un film culte derrière, c'est des mecs qui n'ont rien compris, quoi. Donc, bah, si. Voilà. On sait jamais pourquoi notre film devient culte ou pas, en fait. Moi aussi, je regarde un petit peu ma conduite. On va passer à la prochaine rubrique, qui est un petit peu la rubrique hors sujet de cette émission. Je vais parler d'un documentaire que j'ai vu sur Arte il y a quelques années. C'est un documentaire qui date de 2015. J'allais mettre sous le kit, mais pas du tout. C'est ça. Ça s'appelle B-Movie Lost and Sound in West Berlin 1979-1989. On est pile poil, enfin on va beaucoup plus loin que les magnétiques, mais on est pile poil dans l'époque des magnétiques. C'est un mec qui s'appelle Mark Reeder, qui était jeune disquaire à Manchester et fan de musique et de ce qui se passait en Allemagne à ce moment-là. Il est parti à Berlin pour découvrir cette musique, ces musiciens. Et je vais en parler dans une prochaine émission du documentaire sur Orelsan qui a été filmé par son frère. Mais moi, je suis assez fasciné par ces mecs qui filment de manière un petit peu obsessionnelle pendant des années et des années. Et c'est un petit peu ce qu'a fait Mark Reeder dans B-Movie. C'est-à-dire qu'il a filmé tout ce qu'il faisait à Berlin pendant ces années-là. Donc il allait clipper des groupes. Il a rencontré Nick Cave, qui est d'ailleurs devenu son colocataire. C'est assez mortel. À un moment donné, tu vois Nick Cave qui est dans son appartement et il nous présente des photos, des reproductions qu'il aime bien en art. Et à côté de son lit, il y a son flingue. Enfin, c'est assez balèze. Il y a Nina Hagen. On a Malaria aussi. À un moment donné, on en parlait tout à l'heure pour les magnétiques.
B-Movie Lost and Son in West Berlin 1979-1989. Il existe un Blu-ray, je l'ai par là, je ne suis pas sûr qu'il existe un DVD, mais il existe un Blu-ray, il existe même une fantastique bande originale que j'ai moi ici. Voilà, je vous le conseille. Je l'ai vu sur Arte, donc il est possible que de temps à autre, il y ait des rediffusions. Je ne sais pas, je crois que tu connaissais le film, Vincent. Ah oui, bien sûr, oui, ça fait partie des mines d'or documentaires sur Berlin-Ouest. Ouais, complètement. Ok, eh ben, on va passer à vous. Est-ce que vous avez des choses à nous recommander ? Ben moi, un truc que j'ai découvert très très récemment, pourtant c'est un musicien brestois, je m'en veux quelque part de le découvrir que si tardivement. Il s'appelle François Joncourt et il sort d'une résidence organisée par la Carène, qui est une scène de musique alternative à Brest, et c'est ils ont passé du temps en résidence avec des scientifiques qui étudient le milieu marin, mais d'un point de vue justement sonore, acoustique. Et donc lui, il a ramené pas mal de sons de sous-marins, de sons de glace, et il a utilisé toutes ces matières-là dans un album avec ses influences électro et pop. Ça s'appelle Sonar Tales. Et c'est fascinant, c'est très très beau. Il y a vraiment un rapport avec les inquiétudes de la catastrophe écologique. Moi, j'ai le sentiment d'un truc très... ce qui me sidère, je l'écoute beaucoup en ce moment, c'est j'ai l'impression de voir la banquise ou la terre qui s'effondre avec des cris qui viennent de nulle part, ou des cris qui sont comme une sorte de vent glacé très fort, et là-dessus une sorte de dernier danseur qui serait comme un peu les musiciens sur le Titanic, quoi. C'est hyper beau. Voilà. Génial. Et pour toi, Christophe ? Moi, c'est un documentaire que j'ai vu cette semaine, qui est un documentaire qui cartonne pas mal sur Netflix. Alors bon, Netflix, c'est un peu les ennemis de la salle et tout, mais on sera bien obligé de faire avec eux. Et puis, c'est quand même assez génial quand ils vont chercher aussi des réalisateurs un peu confirmés et qui les amènent à faire des choses. C'est un film de Guillaume Niclou qui s'appelle Les Rois de l'arnaque. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est sur la taxe carbone et sur cette arnaque à la taxe carbone. Et la force du truc, c'est que il arrive, Guillaume, à avoir le cerveau de l'affaire et les mecs de l'affaire qui sont face caméra et qui lui expliquent comment ils ont dérobé 280 millions d'euros et comment il leur reste plus d'argent aujourd'hui. Mais en fait, il y a un personnage principalement qui s'appelle Marco Mouli qui est pas le cerveau, mais qui est un peu le commercial de l'affaire. Et c'est juste d'avoir des personnages comme ça, où on ne peut pas avoir des personnages comme ça en fiction, où on se dit, mais pourvu que jamais je rencontre un gars comme ça dans la rue, parce que le jour il me met la main sur l'épaule et qu'il me dit viens on va faire des trucs, on sait que c'est fini. Et c'est des genres de mecs à qui on n'arrive pas à dire non, ils sont juste fascinants. Et voilà, ça c'était un très beau documentaire. Si vous voulez le voir, c'est sur Netflix. Voilà, le message est passé. Merci en tout cas à tout le monde pour cette petite séquence hors sujet. Et on en arrive tout doucement à cette fin d'émission. C'est pas encore fini, mais on va passer à votre actu respective, messieurs. Hors promotion, vous êtes peut-être sur des projets un peu plus personnels ? Je suis complètement dans la promotion. Il n'y a que la promotion en ce moment, mais c'est une très belle chose. C'est mon premier film. Oui. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai mis du temps à le faire. Donc pour moi, c'était très important que cette période, je puisse accompagner le film le plus possible. Et donc, j'avais dit comme ça à la distributrice, s'il y a une salle, quelle que soit la salle, où que ce soit, on dit oui. Et puis après, on s'organise et on y va. Et donc, du coup, ça donne, j'ai 93 dates. Hier, j'étais à Châteauroux. Demain, je vais à la Souterraine. Après, je vais à Dunkerque, Boulogne-sur-Mer. J'ai une petite tournée en Bretagne. Je suis déjà allé et j'y retourne. Mais je découvre comme ça aussi le réel du cinéma, les salles de cinéma, les exploitants, les programmateurs, les associations, tous
tous ces gens qui font exister en fait le cinéma de salle. Et le cinéma de salle, c'est pas essentiellement des conditions de visionnage et de vécu de l'expérience cinématographique. Pour moi, c'est une histoire de projet de société, c'est politique. Et donc, on sait que la période, elle est pas facile pour le public art et essai, mais c'est une raison de plus pour moi de me réjouir de voir justement, comme ce soir, voilà, des gens dans la salle qui, je trouve que ce geste aujourd'hui de sortir de chez soi, de prendre un manteau, de traverser la ville, rentrer dans une salle de cinéma, il est grandiose, c'est sublime. Et donc moi j'ai la chance tous les soirs de voir ça et de pouvoir un peu échanger et parler de mon film presque accessoirement. En tout cas, nous, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Parce que ça, c'est cool aussi pour nous de rencontrer les réalisateurs. Christophe, est-ce que tu as le droit de nous dire un petit mot sur tes projets actuels ou... Oui, nous, on continue un peu de... déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Les Magnétiques, c'est un film qu'on a tourné avant le Covid. Donc, c'est un film qu'on a tourné en octobre-novembre-décembre. Ouais, c'est ça, octobre-novembre-décembre. Octobre-novembre-décembre 2019. Et qu'on a tourné 2 films à ce moment-là. Donc, un autre film qui est le 2e long métrage de Nadège Loiseau, qui sortira le 16 mars. Et puis après, voilà, on continue un petit peu sur les films qu'on a tournés cette année, qui seront en post-production, qui vont sortir. Le 2e film de Vincent, les prochains films à mettre en production. Voilà. Très bien. Que de beaux projets encore. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du Saturday. Merci d'être là et merci pour ce film. Je voulais peut-être juste dire un truc par rapport à cette expérience de ce soir. Ouais. Parce que le film aborde la thématique des radios libres, de ce moment de l'histoire de la radio, qui est un moment où, en gros, pour aller très vite, des gens, jeunes ou moins jeunes, militants ou pas du tout, un moment se sont dit, ils vont prendre, je prends d'assaut la bande FM, sans demander l'autorisation de personne. J'ai des choses à dire, j'ai de la musique à passer, et voilà, je revendique d'avoir voix au chapitre. Et moi, je vois une continuité de ce truc-là non plus sur l'espace de la bande FM, mais sur le cyberespace. Cet espace abstrait, mais de partage possible. Et toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là, au fond, pour moi, sont en lien, sont comme un héritage de cette énergie des radios libres. Et typiquement, voilà, Twitch, le streaming, la diffusion en tout cas en stream, en direct, ce qu'on essaye ce soir, le lien que ça peut avoir avec un moment de débat après un film dans une salle de cinéma, cette hybridation-là, la salle de cinéma, l'émission en direct, je trouve ça extrêmement prometteur. J'espère que ça peut être prometteur en tout cas. Et j'étais ravi de me prêter à cette expérience. Merci à vous. Merci beaucoup et merci Christophe aussi de nous avoir donné du temps parce qu'on sait que c'est précieux pour vous. En tout cas, moi je me suis régalé, j'en ai appris encore beaucoup sur ce film. On vous dit, nous, à Saint-Etienne, mais je pense que c'est la formule. On vous dit merde. Voilà, on vous dit merde pour la suite de votre carrière. Voilà, faut arrêter, il est tard. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je vais le coucher, je vais le ramener à la maison de retraite. On remercie le Cinéma Le Méliès et toute l'équipe de nous avoir aussi bien accueillis et de nous avoir mis bien dans de bonnes conditions. Ouais. Pour merci pour les cocktails. À bout ce projet. Bon, il manquait les petits parapluies dedans, mais qu'est-ce qu'ils sont bons. Et on va se quitter. Et merci Forum de Saint-Etienne. Qui nous ont gentiment prêté les DVD qui ont fait la déco du plateau. Donc merci Forum Disque à Saint-Etienne pour tous vos cadeaux de Noël. Pensez à Forum. Ouais, une adresse qu'on vous recommande, quoi. Et puis ils sont tous géniaux et il y a des pépites chez eux aussi. Allez, on va rendre l'antenne, on va se quitter sur le générique et on va vous demander une dernière chose. Vous avez le livre d'or du Saturday Night Blues et on va vous demander sur le générique de nous laisser un petit mot, ce que vous voulez. Hop, on tourne les pages. Et voilà, je te laisse faire. Tu as un beau stylo.
Mon Cali, j'ai été ravi encore une fois, tu nous as régalé, on a appris des choses. C'est un petit peu rock'n'roll parce qu'il y a un peu de delay. Voilà, on espère qu'on n'avait pas été trop long, on espère que vous en avez appris. 3 heures d'émission, mon Thibaut, 3 heures d'émission. Oui, mais c'est ça, mais il faut vivre, il faut faire vivre les salles de cinéma, on est resté trop longtemps chez nous. En tout cas, on se retrouve très très bientôt pour cette saison 2. À bientôt, mon Thibaut. On le dit, vous allez halluciner, on vous prépare des trucs énormes avec des invités énormes du calibre de Vincent Maël, vous allez voir. En tout cas, suivez-nous, on se retrouve au mois de janvier pour le démarrage officiel de cette saison 2. C'était un petit tour de chauffe. Merci Lucas au son, merci Vito pour les commentaires, je suppose qu'il y en a eu mais on répondra plus tard parce que moi je parle beaucoup. On rend l'antenne. Merci à vous, public. On espère que vous avez passé un bon moment en tout cas et vous pourrez retrouver l'intégralité. Pour les quelques personnes qui restent, vous pouvez nous applaudir quand même. Bravo, bravo. Merci à nos amis cadreurs, Bruno et Seb, qui ont tenu les caméras aussi. Et voilà, on se quitte et on se dit à très bientôt. Et comme le dit si bien notre ami Jean-Claude Van Damme, see you later, alligator.